Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. En Côte d'Ivoire, la rupture est consommée entre le PDCI et le RHDP, la coalition au pouvoir. Le parti de l'ancien chef de l'État, Henri Konan Bédié, réclame aussi une réforme de la commission électorale. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles et législatives en République démocratique du Congo. Pour en parler, nous recevons dans la suite de ce journal Benito Nsambou, membre de l'UNC de l'opposant Vital Kamerhe et candidat au scrutin législatif du 23 décembre 2018. Et puis, les exportations sont en hausse de 18,2% au Sénégal au mois de juillet 2018. Elles se situent à 177 milliards de francs CFA contre 149,7 milliards de francs CFA en juin 2018. Mais tout d'abord, le président tunisien Béji Caïd Essebsi a confirmé lundi 24 septembre la fin du consensus avec le parti Ennahda. La Tunisie traverse une grave crise politique depuis plusieurs mois, une crise qui a mis en avant la mésentente entre le président et son chef de gouvernement, Youssef Chahed. Le mouvement conservateur musulman, aujourd'hui première formation politique à l'Assemblée, soutient le Premier ministre Youssef Chahed, qui a récemment été désavoué par le parti Nida Tounes. Il peut désormais compter sur un nouveau bloc parlementaire constitué d'une quarantaine de députés, l'Alliance nationale. Le chef de l'État a par ailleurs confirmé la tenue des élections législatives et présidentielles à la fin de l'année 2019. Le paysage politique ivoirien opère un nouveau changement. Le PDCI quitte l'alliance du RHDP au pouvoir depuis 2010. Le PDCI, qui maintient sa participation aux élections municipales et régionales du 13 octobre, s'intéresse à des alliances avec d'autres partis et réclame la réforme de la commission électorale indépendante jugée trop favorable au pouvoir. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Rupture consommée entre le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire. Le bureau politique du 24 septembre a entériné les résolutions de celui du 17 juin, suspendu par la justice. Le PDCI dénonce l'accord politique pour créer le parti unifié et se retire du RHDP en tant que groupement politique. Nous avons décidé de sortir purement et définitivement du RHDP et de l'accord politique qui nous liait. Nous nous consacrons maintenant à notre mission principale et essentielle, celle de conduire le parti pour la victoire de 2020. Le bureau politique du PDCI a également prorogé le mandat du président Henri Konan Bédié à la tête du parti et repoussé le prochain congrès du parti de 2018 à 2020. C'est un bureau politique qui sonne donc le rassemblement et l'union de tous les membres du bureau politique autour des grandes décisions qui ont été prises et qui figurent dans le communiqué. Moi, je ne peux être que satisfait. Les militants doivent retenir qu'ils doivent se mettre en ordre de bataille. Les militants doivent retenir que le PDCI vivra et vivra et vivra. Les militants doivent simplement retenir qu'ils doivent engager dès maintenant, je dirais, le combat pour 2020. A noter que le bureau politique du PDCI, sous l'impulsion de son président, a décidé de maintenir sa participation aux élections municipales et régionales du 13 octobre. Le PDCI réclame cependant la réforme de la commission électorale indépendante afin que les élections ne souffrent d'aucun déficit de légitimité. La tenue effective de l'élection présidentielle et des élections législatives nationales et provinciales, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre et au calendrier électoral, aura lieu le 23 décembre 2018. Avec nous sur ce plateau, Benito Nsambou, candidat de l'UNC aux élections législatives en République démocratique du Congo. Bienvenue, Monsieur Nsambou. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, pourquoi avez-vous décidé de vous présenter à ce scrutin ? Madame, tout simplement parce que vous savez, beaucoup de gens ignorent qu'en RDC, il y a 80% de la population qui est au chômage. Et parmi les 80%, vous avez 70% des jeunes qui s'y retrouvent. Donc il fallait qu'on se lève, nous la jeunesse responsable, qu'on tape du poing de la table pour dire ça doit s'arrêter. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à soutenir des gens qui ont appauvri le peuple congolais depuis les années 70, 60 jusqu'à maintenant. Il faut que nous prenions notre courage à deux mains et pour combattre ces gens-là qui nous ont affaiblis. Voilà pourquoi je suis candidat, pour représenter une génération qui est meurtrie, comme je disais. Moi, ce que je veux, c'est un rééquilibrage des classes sociales. Puisque, comme je vous ai dit, 70%, c'est beaucoup. Il faut que les choses soient
avec un équilibre, se fasse dans un équilibre total. Et c'est une idéologie que l'UNC partage avec vous, c'est pourquoi vous avez rejoint Bien ce sûr, parti. si je suis là aujourd'hui face à vous, c'est parce que je suis cadre de l'UNC. Contrairement à d'autres partis, en RDC, c'est rare de voir un jeune d'une trentaine d'années être responsable et rapporteur adjoint d'une cellule nationale de communication et aussi candidat dans une grande circonscription électorale comme la Funa. Donc je suis candidat parce que l'UNC met en avant la jeunesse, considère la jeunesse, mais pas seulement la jeunesse, la femme également. Je suis à l'UNC parce que le président Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui respecte les principes de droits de l'homme, qui respecte l'équilibre des choses, comme ce que je veux. Je veux un rééquilibrage de classe sociale, les jeunes à leur place, les femmes, les personnes à mobilité réduite, c'est ce que moi je veux. Et si jamais votre candidature est plébiscitée, quelles actions comptez-vous mettre en place en premier? Je pense que vous briguez la commune de Kalamou. Kalamou, c'est ma commune, mais c'est une commune qui fait partie de 6 autres à l'intérieur d'un district qui s'appelle la Funa. Donc je suis candidat député national, pas provincial. Je suis de ceux-là qui se battent pour l'émergence de la jeunesse. Une fois élu, je dis à mes électeurs que je veux me battre premièrement pour un rééquilibrage des classes sociales, mais aussi pour qu'on impose des quotas jeunes dans les entreprises, personnes à mobilité réduite et femmes. Parce qu'il y a un déséquilibre total, madame. Je vous ai dit, il y a 70% des jeunes dans les 80% de la population qui est au chômage qui ne se retrouvent pas. Donc ce déséquilibre-là crée des frustrés et je fais partie de ces gens qui sont frustrés. Donc je dis que ça doit s'arrêter. À un moment, il faut se lever, il faut prendre son courage à deux mains. La jeunesse de la RDC aujourd'hui, c'est pas celle qui a encore 2 ans. Aujourd'hui, elle est réveillée. Elle est prête à aller aux élections pour justement défendre les intérêts de cette jeunesse-là qui a été marginalisée, qui a été marché dessus pendant des années. Donc, il faut que ça cesse. Je suis là aujourd'hui pour donner une force à ceux qui hésitent, pour être le modèle, pour pousser ceux-là qui hésitent en disant bon voilà, c'est une affaire, c'est un palabre de vieux, etc. Non, pas du tout. Nous devons agir parce que c'est nous qui sommes marginalisés, c'est nous qui faisons partie de ces 70% de la classe sociale qui est mise de côté. Et c'est vous l'avenir de la République démocratique du Congo. Je l'espère bien, madame. Merci d'avoir répondu à nos questions, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Les autorités sénégalaises annoncent une hausse des exportations entre juin et juillet 2018. Elles sont passées de 149,7 à 177 milliards de francs CFA, soit une hausse de 18,2%. Les secteurs les plus rentables sont ceux du pétrole et de l'or. Ces exportations sont principalement à destination de l'Inde, la Suisse, le Mali, l'Espagne et le Ghana. Plus de précisions avec Ibrahima Dumaba et Ange Nomenio. Au terme du mois de juillet 2018, le Sénégal a enregistré une hausse de 18,2% de ses exportations. C'est ce que révèle le bulletin mensuel de statistiques du commerce extérieur de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Ce qui est constant, c'est l'exportation de l'or non monétaire. C'est aussi les produits chimiques. Mais il y a aussi des produits pétroliers parce qu'en fait, dans la sous-région, il y a que la SAR, notre raffinerie, quand même, permet à certains pays comme le Mali d'avoir, à partir du Sénégal, le raffinage. Les expéditions de produits pétroliers ont atteint 16,6 milliards de francs CFA en juillet, alors que les exportations d'acide phosphorique sont évaluées à 26 milliards de francs CFA. Les secteurs précités sont quand même des secteurs d'exportation. Les produits chimiques sont très souvent orientés vers l'Inde. L'or est aussi exporté, comme notre poisson, aussi dans plusieurs pays. Moi, je crois que ça, c'est une tendance quand même très sénégalaise dans ces secteurs-là. Comparé au mois de juillet 2017, les exportations se sont relevées de 44%. Leur cumul à fin juillet 2018 s'est établi à 993,9 milliards de francs CFA contre 961,6 milliards de francs CFA en 2017, soit une hausse de 3,4%. Dans l'actualité également, l'Afrique du Sud a décidé d'assouplir sa politique de visa. L'annonce a été faite ce mardi 25 septembre. La nation arc-en-ciel espère par ce biais doper son secteur touristique. En effet, cette réforme vise notamment les ressortissants chinois et indiens afin de relancer l'économie et stimuler le tourisme dans le pays. Cette mesure prendra effet au mois d'octobre. Les demandes de visa pour l'Afrique du Sud sont actuellement fastidieuses et découragent des voyageurs alors que le tourisme contribue à hauteur d'environ 9% du produit intérieur brut. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.